Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct est de retour cette semaine. On a pris un peu de retard avec Hassan Khalifati, président directeur général de Alliance. Hassan, bonjour. Bonjour. Très heureux. Alors, c'est notre accompagnateur au long cours sur l'invité du direct, Alliance Assurance en étant le sponsor. On fait le point d'année en année sur l'évolution du secteur de l'assurance, sur l'évolution de la marque Alliance Assurance. Mais cette fois-ci, Hassan, je voulais entamer la discussion avec toi sur le fait qu'on a de plus en plus de mal à recevoir des chefs d'entreprise sur ce plateau. Et sur d'autres plateaux, on n'écoute pas les chefs d'entreprise. Ils sont silencieux, ils ont du mal à évoquer leur activité. Pourtant, quand on les voit en privé, ils ont beaucoup de choses à dire, la situation ne va pas bien et on a le sentiment qu'ils ont même perdu ce ressort qui, avant, faisait qu'ils rendaient public leurs attentes, leurs revendications, etc. À quoi c'est dû? Enfin, c'est un climat global qui est depuis 2 ans, depuis 2 ans avec les poursuites de certains hommes d'affaires dans des affaires. Mais ça, c'est fini, non? Oui, enfin, c'est fini. C'est pas tout à fait fini. Je sais pas si c'est fini. Moi, je sais qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont toujours leur passeport retiré et qui n'ont pas récupéré leur liberté de mouvement. Bon, maintenant, ça sert à rien en ce moment, mais... Donc, comme vous le savez, c'est une notion universelle que le capital, il est peureux. Il a très peur. Il veut pas s'afficher. Il veut pas faire de vagues. Il veut se faire oublier. Je pense que c'est globalement cette attitude et malheureusement aussi que aujourd'hui l'offre patronale, c'est-à-dire le porte-drapeau patronal, n'a pas pu s'affirmer avec force pour porter malgré qu'il y a des associations qui essayent, qui se débattent sur le terrain. On va arriver dans un moment à l'offre patronale. C'est vrai que ce type de discours doit être porté d'abord par les organisations et c'est avant même les chefs d'entreprise. Mais quand même, on a pris l'habitude par le passé, du temps de Bouteflika, d'écouter des chefs d'entreprise. J'en veux que pour preuve le patron de Civital qui parlait de ses investissements, parlait de ce qu'il faisait, communiquer, etc. Et d'autres, aujourd'hui, ils ne sont pas tous en prison, mais ils ne parlent pas. Oui, parce que c'est très difficile, après ce qui s'est passé ces dernières années, qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise, à tort ou à raison, ils ont peur de parler, de se faire remarquer, Ils essayent de passer sous les radars pour ne pas attirer l'attention. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour la marche de l'économie nationale, parce que quand même cette économie nationale, elle a besoin d'un débat, elle a besoin de contradictions, elle a besoin de soulever les problèmes pour les régler, pour faire avancer la cause de l'entreprise algérienne. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un climat global sur l'économie. L'administration, elle est tétanisée, les sources de financement, notamment les banques, il y a une peur de s'engager sur des investissements. Et aujourd'hui, la communauté d'affaires aussi, elle est recroquevillée sur elle-même. Elle est recroquevillée, c'est le mot qu'on veut dire, oui. Elle est recroquevillée. Voilà. Et ça... Je prends juste un exemple qui aurait pu justifier que des chefs d'entreprise prennent un peu plus sur eux de parler. C'est toutes les mesures d'accompagnement suite au Covid et aux restrictions liées à la pandémie. Il y avait un plan de relance qui était supposé se déployer à partir de août 2020. Il y a eu une conférence à la mi-août sur cela et on n'a pas vu ces traces. Est-ce que vous, dans votre secteur, vous en avez vu les traces? Est-ce que vos clients en ont bénéficié? Écoutez, c'est vrai que le 18 août, quand le président de la République est venu à la conférence nationale sur la relance économique, il a fait des annonces très fortes, notamment 1900 milliards de dinars pour l'investissement avant le 31-12 de l'année 2020, la dépénalisation de l'acte de gestion, l'objectif d'arriver à 5 milliards de dollars d'exportation, la facilitation. Il a aussi presque incité les managers, notamment bancaires, pour prendre des risques, pour ne sortir de leur état un petit peu de léthargie ou de peur.
Malheureusement, sur le terrain, les choses ne se passent pas comme il se doit. Je vous rappelle que peut-être aussi juste avant, en juillet 2020, lors d'un conseil des ministres, le président de la République a affirmé que les PME devaient s'arrêter de payer les charges fiscales et parafiscales et que l'administration fiscale doit leur trouver des mécanismes pour les accompagner. Mais sur le terrain, l'administration fiscale a dit que moi, je ne traite que les pénalités, je ne traite pas le... Donc, cette différence entre les grandes annonces des autorités publiques et sur le terrain, moi, par exemple, je vis avec des chefs d'entreprise qui me remontent, et je vous reviendrai sur le secteur des assurances, parce que le secteur des assurances, on a fait quelque chose. Donc, j'ai discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise. La dichotomie les désoriente, parce qu'il vous dit, OK, l'administration vous dit, je dis par exemple la CNAS. La CNAS, elle vous dit, OK, vous avez des difficultés, je vous rééchelonne, mais avec trois handicaps. Je ne vous donne pas la mise à jour parce que vous êtes endetté. Si vous êtes en avantage ondi, vous perdez vos avantages ondi. Et si, et si vous avez un rééchelonnement, je vous applique des pénalités, même si je vous rééchelonne. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, si l'entreprise elle-même, elle n'a pas les moyens de payer le principal, et beaucoup d'entreprises ont préféré soit passer leur employé en informel pour ne pas avoir un engagement de CNAS, soit de fermer, de mettre... aussi, par exemple, les banques, certaines banques aussi, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent, OK, on vous rééchelonne, bien sûr, au cas par cas, mais vous perdez le taux bonifié. Le taux bonifié, c'est pas normal. C'est-à-dire, si on est en difficulté, si le pays est en difficulté, aujourd'hui, il y a eu des propositions pour s'adapter à cette conjoncture. On ne peut pas faire des omelettes sans faire des œufs. Est-ce que cette application, qui en fait est une application dévoyée des facilitations pour accompagner les entreprises, est-ce que vous pensez que ces informations, elles vous remontent à vous, mais est-ce qu'elles remontent à Abdelmajid Tebboune? Parce que dans son dernier discours, il avait l'air de dire nous avons fait ce qu'il fallait, les banques ont ouvert les guichets à l'investissement. Maintenant, ceux qui ne veulent pas investir, il faisait allusion à une sorte de grève de l'investissement. Ceux qui ne veulent pas investir, c'est leur responsabilité. Et le discours d'avant, est-ce qu'il a les bonnes informations? Je pense que le président de la République, il doit avoir ses canaux et ses ressources d'information. Il doit avoir des bonnes informations. Parce que ce qu'il a dit, dans le secteur de la pharmacie, il a dit qu'il va y avoir 400 millions d'exportations l'année prochaine. Il y a quelqu'un qui a calculé, ça fait 16 000% de croissance d'une année à l'autre. Oui. Bon, c'est un peu ridicule de dire des choses comme ça. Je trouve que c'est peut-être, on lui a vendu on a le sentiment qu'il n'a pas la cartographie de ces difficultés dont vous parlez maintenant. Parce que nous, enfin, moi en tant que chef d'entreprise, moi, je récolte de l'information de collègues qui nous remontent. Aujourd'hui, par exemple, il y a une grève d'investissement. Mais est-ce qu'on sait que depuis 14 mois, il n'y a pas un mètre carré qui a été attribué en foncier industriel? Depuis le gel du CALPIREF sur discours du ministre de l'Industrie, pas sur une note officielle. C'est-à-dire, il a dit, OK, on va s'arrêter de faire activer les CALPIREF en attendant la nouvelle loi qui n'est pas encore là. Les banques aussi, elles mettent toutes les raisons pour ne pas donner un crédit. Pour une raison simple, c'est que les managers des banques, ils ont peur. Ils ont peur, ils préfèrent ne pas s'engager que d'engager leurs responsabilités, surtout que la dépénalisation... C'est toujours vrai jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est vrai jusqu'à aujourd'hui. Je pense, d'après les collègues, d'après les amis, peut-être il y a des choses qui se libèrent au compte-gouttes, mais avec des tonnes et des tonnes de garanties, de surgaranties. Donc je pense que c'est valable jusqu'à ce jour. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, j'ai rencontré un PDG d'une banque qui vient d'être remercié. Et il m'a dit, non, j'arrive pas à réunir mon comité de crédit. Ils ne veulent pas s'engager. J'ai personne qui veut signer.
Donc aujourd'hui, je pense que peut-être qu'avec la nouvelle organisation, les nouvelles missions, enfin, il y a eu un changement il y a 2 jours dans les banques. J'espère que dans la feuille de route de ces nouveaux managers, qu'on leur dise, qu'on les libère pour qu'ils prennent beaucoup plus d'initiatives et qu'ils accompagnent l'économie nationale. J'ai rencontré hier un chef de patronat qui me dit que sur Oran, sur 57 permis de construire en attente de projets sérieux, structurants et structurés, il y a un seul qui a été délivré. Les permis de construire. Et sur les 57, beaucoup de chefs d'entreprise qui sont en train de remettre en cause leur investissement. Parce que le business model peut changer à cause des coûts. Changer parce que quand vous mettez 2 ans, 3 ans pour avoir un permis de construire, les choses ils changent. 57. Ça, c'est Oran. C'est Oran et je pense que c'est partout pareil. C'est partout pareil. Général d'emballage a la plus grande usine d'Afrique de traitement des déchets pour récupérer le carton, qui n'arrive pas à avoir encore son permis de construire. Oui. Alors, ça fait partie des 57. Oui, c'est un projet structurant de la filière économie verte. Voilà, donc c'est un peu... Alors, qui peut secouer le cocotier, Hassan Khalifati? Quand on a une situation comme celle-là, vous avez parlé des autres chefs d'entreprise, je voulais saluer la mémoire de Reda Ahmiani, qu'on a reçu dans Radio M, qui a été, qu'on le dise, un grand président du Forum des chefs d'entreprise. Et moi, j'ai la nostalgie de la période de Reda Ahmiani, parce que je me rappelle qu'en 2011, en 2009, quand il y a eu la LFC, la loi des finances complémentaires de Ahmedou Yahya, il était monté au créneau avec le FCE pour, critiquer toutes les mesures qui bloquaient le business, qui étaient de mauvaises mesures, qu'on est en train de démanteler encore au compte-gouttes aujourd'hui, mais on n'est toujours pas sorti réellement de la LFC de 2009. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme offre d'organisation du patronat? Le FCE est passé à une autre organisation, on a Samia Agli qui a sa tête. Vous étiez dedans, vous avez quitté, vous en êtes où dans vos relations? En fait, avec M. Sami Agli, je pense que on a apaisé les choses, on a discuté, on a eu une rencontre récemment, on s'est réconcilié sur le plan personnel. Il y a eu des malentendus qu'on a un petit peu réglés. Maintenant, sur le FCE, moi je fais plus partie du FCE depuis 2 ans. Et j'avais mon projet d'un nouveau patronat. Bon, on est tombé sur la mauvaise conjoncture Corona. Il y avait une mobilisation juste avant le Corona. Notre Assemblée générale devait avoir lieu le 30 mars, après, avec le confinement, tout a été remis. Maintenant, les gens se sont encore un peu plus démobilisés à cause de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, on est en train de voir, on va voir. En fait, si on regarde bien, il n'y a personne qui porte vraiment haut la voix des chefs d'entreprise en quasi-détresse aujourd'hui auprès des pouvoirs publics. Je dirais que je serais pas juste que je dirais si je dis qu'il n'y a personne. Il y a des voix qui essayent de faire des choses. Il y a la CAPC, il y a Madame Narza, il y a d'autres, il y a Ziani de la CAP, il y a des gens et d'autres. C'est-à-dire chacun il essaye. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut être plus cohérent, il faut porter une seule voix pour faire avancer l'économie. Moi, je pense, à mon avis, je dis qu'aujourd'hui, c'est au président de la République de prendre les décisions les plus structurantes économiquement, quitte à légiférer par ordonnance. C'est-à-dire qu'on rentre dans une phase de 18 mois de trêve, c'est-à-dire par exemple trêve administrative. S'il y a des gens aujourd'hui à qui on doit renouveler des autorisations, des attestations, il faut leur donner, il faut que ça soit automatique. On appelle ça un choc de débureaucratisation. Voilà, un choc de débureaucratisation. Et si les banques, il faut que reporter les crédits de tout le monde. Je sais qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser d'œufs. Il y aura des déchets, il y aura des indus bénéficiaires, il y aura. Mais c'est le bénéfice global à l'économie nationale qu'il faut. Peut-être que les services sociaux, la CNAS et la CASNOS, il faut qu'ils arrêtent de pénaliser les entreprises qui sont en difficulté de trésorerie en leur enlevant les avantages en les pénalisant, même si en leur donnant pas. Parce que on est dans la poule et l'œuf.
C'est-à-dire, je ne vous donne pas l'attestation de mise à jour, mais je vous rééchelonne. Mais si vous ne me donnez pas l'attestation de mise à jour, je ne suis pas à jour. Si, aussi au niveau des impôts, si je rééchelonne, je n'ai pas l'attestation de mise à jour. Donc, je ne suis plus éligible à des crédits bancaires. Donc, on est dans un angle... Plus éligible à des crédits bancaires et peut-être dans le cas de Alliance Assurance, plus éligible à des soumissions. À des soumissions. Ce qui est encore plus pénalisant. Voilà, c'est plus pénalisant. Au-delà de la discrimination qui s'est accentuée aujourd'hui du public, clairement. Donc, je reviendrai. Pour le secteur des assurances, par exemple, nous avons fait une demande officielle au ministère des Finances pour des réaménagements juridiques. On n'a jamais demandé de l'aide financière de l'État. On n'a pas eu, par exemple, depuis le mois de mai 2020, on n'a rien eu. On a eu l'élimination de la taxe sur la pollution parce que c'était quand même problématique pour le secteur qui est venu le gouvernement et à travers le gouvernement, Monsieur le Président de la République nous a écoutés, nous a enlevé cette épine des pieds parce que c'était... C'est vous qui l'avez recouvré pour le... Oui, qui a complètement déstabilisé notre activité. Après, nous avons eu l'accord multilatéral, mais ça datait de 2017, mais bon, qu'on est en train d'essayer d'imposer et de faire appliquer par tout le monde. On ne peut pas changer des habitudes de 20 ans en 6 mois, mais nous avons bon espoir que déjà, nous avons un engagement formel et officiel des premiers dirigeants des compagnies d'assurance publiques et privées pour la bonne application. Nous essayons quand même de le faire appliquer. On va revenir sur le secteur et sur son évolution qui est toujours aussi préoccupante et peut-être même plus. Mais je voulais revenir sur cette trêve de 18 mois avec des réformes, une accélération des réformes. Ça s'est fait dans d'autres pays. Ce serait quoi, par exemple, dans votre secteur, l'absence d'un marché financier vous pénalise beaucoup, notamment pour l'activité assurance des personnes. Est-ce que vous imaginez cela possible à court terme, de relancer de créer un marché financier? C'est le secteur public bancaire qui domine le marché. Donc. L'erreur qu'on fait toujours, c'est qu'on croit que l'administration peut créer une économie. C'est faux. Nous l'avons essayé. Nous avons essayé de créer la banque assurance avec des décisions administratives. La banque assurance, 10 ans après, elle représente 2% du marché. Et encore, à marche forcée. Nous avons essayé de créer une bourse administrativement et elle est ce qu'elle est. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut libéraliser les activités, libéraliser les initiatives et donner plus de place au privé, national et international et professionnel. Un marché financier ne peut pas être créé par des banques publiques et avec une décision administrative. Si on continue à faire ça, on va continuer à faire perdre du temps. Aujourd'hui, je vous annonce, aujourd'hui on a lancé le Takaful, le Family Takaful, etc. Il y a une décision administrative qui est venue d'en haut de dire les banques publiques et les assureurs publics vont créer 2 compagnies public, Takaful à dommages et Takaful Family. Ça ne marchera pas. On va créer les structures, on va avoir des budgets, on va avoir des personnes qui vont essayer. Ça va pas marcher. Au lieu de dire, OK, je veux lancer du Takaful, j'essaie de voir qu'est-ce qui bloque. Aujourd'hui, 1 milliard de dinars pour créer une compagnie vie, Takaful, c'est beaucoup. Je diminue ou bien j'étale. C'est la raison pour laquelle en 2011, Alliance a choisi de ne pas aller sur la surenchère parce que vous avez considéré que immobiliser 1 milliard de dinars sur une activité naissante ne valait pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a les assurances de personnes. Par FMI, c'est les assurances vie. Mais en réalité, ce n'est pas des assurances des personnes. Le plus gros, c'est des assurances dommages qu'on a habillées pour dire qu'on a un marché des assurances de personnes. Mais parce que l'assurance de vie, c'est quoi? L'assurance vie, c'est quoi? C'est la capitalisation, c'est l'éducation, c'est le mariage, c'est l'épargne pèlerinage, c'est l'épargne éducation des enfants, et c'est des placements à long terme, avec un marché financier dynamique. On ne peut pas faire un marché financier dynamique avec des banques administratives, avec c'est l'administration qui gère. Ça ne marchera pas parce que le marché financier, il a sa propre logique, mais il a ses propres professionnels. Il faut ouvrir à la compétence nationale et internationale et majoritairement privée. Bien sûr que l'État, la Banque d'Algérie et le ministère des Finances doivent garder la régulation, les lois bien sûr pour contrôler les choses.
Mais il faut laisser le marché se créer par ses acteurs. On ne peut pas regarder l'état de la bourse parce qu'elle est gérée administrativement, parce que personne n'y croit, parce qu'on a toujours voulu administrer l'économie. L'économie ne peut pas marcher avec c'est propre logique. Il y a des risques de casse, bien sûr, mais ce n'est pas parce qu'il y a des accidents sur l'autoroute qu'on ferme l'autoroute. Il y a des risques, mais on met des lois pour gérer, pour amortir ces risques de casse. Alors, cette approche qui réduit la part du public dans la création des marchés, dans le développement des marchés, est-ce qu'il faut attendre que les réserves de change se terminent pour que ça se mette en place? Parce qu'en fait, la dernière fois qu'on a fait ce type de réforme, c'était quand on était en quasi-faillite à cause de la dette extérieure. Mais avant de répondre à cette question, il faut que je clarifie. Quand on dit public, ce n'est pas l'autorité publique. Moi, je parle de l'administration publique, l'administration dans toute sa splendeur, et des institutions publiques, banques publiques, c'est-à-dire si on peut le réduire en libéralisant, en laissant plus de place aux vrais acteurs et en mettant des lois claires et des lois libérales, c'est-à-dire sur le secteur. On ne peut pas continuer à mettre des lois discriminatoires ou des lois qui bloquent les initiatives. Maintenant, j'espère pas qu'on arrive jusqu'au moment où on sera sous l'épée du FMI ou de la Banque mondiale pour faire des réformes. J'espère, on espère, on aurait dû les commencer il y a longtemps. Maintenant, on est dans une nouvelle. Vous étiez à la cérémonie de lancement de Nebni en 2011, sûr, qui signalait déjà à l'époque. Bien sûr. Si on était à l'aise. Oui, on était à l'aise, on pouvait le faire. Ça aurait été beaucoup plus facile, peut-être aujourd'hui. Il y a déjà 10 ans. Il y a déjà 10 ans, peut-être on aurait été. Mais bon, mais ça reste aujourd'hui, il faut y aller, mais d'une façon résolue et irréversible. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les questions économiques, je pense qu'une forte initiative de la part du président de la République, elle est souhaitée sur les questions économiques, pour impulser la dynamique et je pense que les patronats qui existent aujourd'hui, ils ont fait des propositions. Il y a beaucoup de propositions pertinentes qui ont été faites. Est-ce qu'il y aura un kharata des patronats? Parce que le Hirak a pris rendez-vous pour le 8 mai pour essayer aussi de parler de la même voix, enfin les élites du Hirak à qui on reproche d'aller chacun avec sa proposition. Ça peut, un kharata du patronat? Oui, ça peut, c'est pas exclu, ça peut être. Moi, j'ai eu une discussion avec M. Agli ces derniers jours. Et je pense que j'ai aussi des relations très cordiales avec les autres, Madame Narza, Naït Abdelaziz, avec Menni, avec Ziani Abdouhab. Je pense qu'on peut trouver beaucoup plus de points de convergence que de divergence, parce que nous disons la même chose, chacun juste avec une partition particulière, mais nous pouvons faire peut-être un jour, et ce qui ne sera pas lointain, un kharata qui sera dans l'intérêt de l'économie nationale en priorité et pas dans l'intérêt des groupes. Hassan Rifati, vous êtes quand même un citoyen, vous êtes un citoyen engagé, vous êtes chef d'entreprise évidemment. Est-ce que vous pensez quand même pas que tant qu'on n'aura pas résolu la crise politique, il ne faut rien attendre on ne peut pas avoir ces réformes-là. Tant que le pouvoir est aussi faible en termes de légitimité, tant que les marches continuent de contester la légitimité du président de la République, pour lesquelles, je parle des marches, il a été très mal élu, on dit même qu'il a été mis par les militaires à cet endroit. L'Assemblée nationale, on ne sait pas à quoi elle va ressembler, la nouvelle majorité, le gouvernement qui va sortir de cette majorité-là, on n'est pas sûr qu'il soit suffisamment fort parce que les législatives se présentent mal. Est-ce que quand même c'est pas cela? Est-ce que les chefs d'entreprise n'ont pas aussi besoin de faire un ijtihad sur ce plan-là? Moi, je pense à la Tunisie, par exemple. Dans l'impasse politique de la Tunisie, à un moment donné, dans la transition, on doit savoir, il y avait l'Assemblée constituante, mais il y a eu un blocage, et il y a eu l'UJTT, grand syndicat, et il y a eu le patronat tunisien qui a joué un rôle dans la solution. L'UTICA, et il y a eu les 4 organisations qui ont été nobilisées. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à rêver d'une prise de position citoyenne du milieu des affaires pour trouver une voie de sortie?
on n'est pas dans le même contexte historique ni dans la même configuration historique. La Tunisie a eu peut-être une chance d'avoir un patronat unique, même s'il était imposé par le haut, l'UTICA, et un syndicat unique, l'UJTT, qui ont été très politisés, qui ont joué un rôle dans l'impulsion d'une solution pour faire sortir de l'impasse. On vous fera observer, Hassan Khelifati, que le FCE aussi était très politisé, puisqu'il a appelé 3 fois à revoter. Je suis d'accord. À voter Bouteflika. Oui, donc il y a quand même une tradition politique dans le FCE, ça a même poussé le plus grand patron d'Algérie, Issa Darbarab, à quitter le FCE. Oui, à quitter. Le problème du FCE, c'était la même chose que, c'est-à-dire, on est dans une situation où, en Algérie, il y avait plusieurs patronats. Elles valent ce qu'elles valent, mais il y avait quand même plusieurs voies. Même si elles ont tous convergé vers la même position du FCE, parce que c'était un petit peu l'ambiance globale du pays, la situation globale. Aujourd'hui, on a dévoyé le rôle du patronat dans le politique. On parle de l'argent pourri. C'est vrai que le FCE a joué un rôle qui était néfaste à l'époque et qui n'était pas bon. Nous, on était à l'intérieur, on a essayé de dénoncer, d'essayer de lutter, mais ça n'a pas été facile. Pour dire que effectivement la solution, la concordance politique doit être de mise pour pouvoir mener surtout les réformes sociales qui peuvent être difficiles, pour donner cette légitimité, pour amortir le choc, parce qu'aujourd'hui l'Algérie, pour passer c'est une forme d'ajustement. C'est une forme d'ajustement qui sera nécessaire. Bien sûr qu'il faut tout mettre en place pour essayer de protéger les couches sociales, pour ne pas l'impact, mais c'est une situation qui demandera beaucoup de force à celui qui sera obligé de l'appliquer. Alors, on a parti du secteur bancaire, on a dit qu'il était dominé au secteur financier par les banques publiques et que l'administration ne peut pas créer de marché. On a le sentiment que c'est mon avis. Oui, j'ai quasiment partagé cet avis. C'est aussi le cas dans l'assurance. Les gens ne le savent pas suffisamment. Enfin, on a une ouverture, une loi assurance qui a permis aux acteurs privés d'émerger, mais la structure de l'offre reste largement dominée par les assureurs publics. Et là, vous m'avez parlé avant cette émission-là d'un cas algérien aujourd'hui dans la zone MENA. C'est le seul pays qui enregistre un affaissement de son chiffre d'affaires du marché de l'assurance dans toute la région. Oui, effectivement, si on regarde l'année 2020, qui est l'année du Covid, bien que le marché mondial de l'assurance est régional et local, il a été impacté par cette pandémie. Mais si on fait parler les chiffres, ça nous donne froid au dos et ça nous montre le gap. Et pourquoi on est dans cette situation? Aujourd'hui, moi je dirais que même le secteur des assurances en Algérie, il est devenu un destructeur de valeur. Par le comportement des acteurs et par toute cette organisation qu'il faut casser, qu'il faut passer à autre chose. Ils disent quoi les chiffres? D'abord, en 2019, en 2020, je parle de 2020, il y a 5 chiffres qu'il faut retenir. Taux de croissance, moins 6%. On aurait pu être à moins 15, moins 20%. On a eu la chance que le mois de septembre 2020, les réassureurs internationaux, ils ont réajusté les primes de Sonatrach et des grands risques publics, donc ça a amorti mais ça part en réassurance. Donc, mais ça a bénéficié, ça a amélioré les bilans des grandes compagnies publiques en termes de premier chiffre. Le deuxième chiffre, le taux de pénétration, 0,71%, n'a pas bougé par rapport à 2019. Nos frères tunisiens, ils sont à 2,12%. Nos frères marocains, ils sont à 3,74%. Ils sont passés à 4,20 en 2020, les Marocains. Alors, on peut expliquer aux auditeurs le taux de pénétration par rapport au PIB. C'est-à-dire le chiffre d'affaires par rapport au PIB. Et en le rapportant par tête d'habitant,
En Algérie, on a produit 29 dollars par tête d'habitant en assurance en 2020. En 2019, pardon, c'est les chiffres les plus récents. Au Maroc, en Tunisie, c'est 71 dollars par tête d'habitant. Au Maroc, 127 dollars. Le troisième chiffre qui est très important, c'est le taux de créance impayé. 60 milliards de dinars, presque 50% du chiffre d'affaires de 2020. Quatrième. Alors, le troisième chiffre? C'est le taux de créance impayé. Ah, les créances impayées. 60 milliards de dinars. Oui. Le quatrième chiffre qui est le plus significatif aussi, le taux de règlement de sinistre en 2020, il a été en moyenne de 37,4%. Seulement. Ça veut dire... C'est-à-dire sur 100 sinistres déclarés... C'est du CNA, le Conseil national des assurances. Ça veut dire sur 100 dossiers sinistres déclarés, on règle 1 sur 3. Ça veut dire le stock, il va doubler chaque 16 mois, en moyenne. C'est les chiffres qui parlent là, c'est pas moi, c'est un chiffre du CNA qu'on a discuté. Le cinquième chiffre qui est aussi, sur toute la zone MENA, plus la sous-région, nous sommes le seul marché qui a régressé. Bien sûr, les autres, ils ont le marché vie, etc. Si on regarde maintenant sur le marché dommage, parce qu'il est dominant en Algérie, 92%. Et je vous reviens sur le marché vie, si vous vous rappelez, Sradi, en 2009, quand le Premier ministre de l'époque, il a décidé deux décisions qu'on a dénoncées à l'époque. De séparer les activités. Séparer les activités et de multiplier le capital par 7. On avait dit que c'était pas la bonne. Parce qu'aujourd'hui, on parle du marché des assurances de personnes, mais c'est un faux marché des assurances de personnes en Algérie. Parce qu'on met une partie des assurances dommages avec un maquillage d'assurance de personnes sur, par exemple, l'assistance voyage, qui a enregistré moins 72% en 2020 et peut-être en 2021, ça sera moins 100%. Elle est classée alors que c'est des assurances dommages. Les assurances santé, c'est des assurances dommages. Ce n'est pas des assurances de personnes. Parce que les assurances de personnes, c'est les assurances capitalisation, comme on a dit, épargne, marché financier. Alors, j'ai toujours pensé que les assurances de santé étaient non, par exemple, non, parce que c'est un diminuteur. Une complémentaire santé dans une entreprise? Oui, les retraites, oui. Les retraites, parce que c'est capitalisable. Oui, capitalisable. La santé, c'est de l'indemnisation. C'est comme l'assistance. D'accord. Donc, si je reviens à dire, il y a un autre chiffre qui nous interpelle. Dans un pays voisin, qui a 4 millions de véhicules. Le Maroc. Oui. Le marché... Non, parce que je sais qu'il n'y a pas 4 millions de véhicules en Tunisie. C'est pour ça que j'ai pensé au Maroc. Le marché des assurances automobiles, 1,1 milliard de dollars. Le marché... L'Algérie, elle a 8 millions de véhicules en moyenne, à peu près le chiffre qu'on connaît. 500 millions de dollars. Ça veut dire le potentiel du marché algérien, si on n'avait pas le dumping, si on n'avait pas tous les problèmes, c'est 2,2 milliards de dollars juste en automobile. On fait 1,2 milliard de dollars, toutes branches confondues, y compris l'assurance. L'équivalent de la branche IARD du Maroc. Voilà. Non, automobile, pas IARD, automobile, qui est une sous-branche dans IARD. Voilà. Aujourd'hui, au Maroc et en Tunisie, au Maroc, on fait 2,2 milliards de dollars en assurance de capitalisation et assurance vie. Vous voyez? Donc, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais je pense que le potentiel du marché... Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce gala pour l'assurance? J'arrive. Le potentiel du marché algérien, il est entre 6 et 8 milliards de dollars annuellement. C'est 6 et 8 milliards de dollars. Si on arrive à les atteindre sur 5 à 6 ans, c'est atteignable si on prend les bonnes décisions. Après, je vous dirai comment je vois les choses. Il faut commencer à faire les choses, notamment la régulation, la bonne prise de décision, la libération du marché financier, etc. Donc, mais le problème, aujourd'hui, on ne fait que 1,2 sur 6 à 8 potentiels. Qui bénéficie de ces 6 à 8 si elles seront là? C'est le marché financier, le trésor public, les assurés parce qu'ils auront une meilleure couverture, un meilleur service, une meilleure... Et pas de retard dans les indemnisations. Voilà, les indemnisations. Voire pas d'indemnisation du tout, puisque... plus de créances impayées, donc une amélioration de la situation financière des compagnies d'assurance, etc. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation en fait, la question, c'est... Tous les acteurs de l'UAR, enfin l'organisation des assureurs, en fait, objectivement, ils ont intérêt à ce que le gâteau soit plus grand. Oui.
Pourquoi ils ne font pas de sorte à ce que le gâteau soit plus grand? Je pense notamment à cette politique. Vous avez fait un accord anti-dumping en 2017, vous avez eu du mal à le faire appliquer, etc. Il y a toujours une guerre sur les tarifs. Le crédit qui est contraire à la règle no pay, no cover. Oui. Tout ça, pourquoi on n'en sort pas? Pourquoi en tant que corporation, vous ne décidez pas d'en sortir et d'agrandir le gâteau pour tout le monde? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une divergence sur les intérêts des uns et des autres. Je pense que quand vous avez une domination publique, les intérêts des compagnies publiques, des managers publics, ce n'est pas les mêmes intérêts des managers privés. Et, c'est pas les mêmes. Et en plus, le plus gros problème, c'est l'absence d'une régulation indépendante, complètement indépendante et complètement branchée sur le marché. Aujourd'hui, avec tout le respect... Il y a un équivalent en Algérie, ce type de régulation? Non, elle n'est pas... il y a un équivalent, par exemple, les télécoms, la RPT, la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie pour le secteur bancaire, parce que le secteur bancaire, il appartient au public, il appartient au ministère des Finances, mais la Banque d'Algérie, elle est indépendante. Donc on peut imaginer une organisation comme ça. Une organisation comme ça. La RPT pour les acteurs de la téléphonie. Il y avait le projet de la régulation indépendante en 2006. Mais elle a été dévoyée à la dernière minute, on l'a remise sous l'autorité... Pour nos amis auditeurs, il faut rappeler qu'elle est au ministère des Finances. Finances, c'est ça, et le ministère des Finances, c'est lui le détenteur des capitaux des entreprises d'assurance publiques. Donc, si les acteurs se mettent à... aussi, l'État doit aussi accepter de remettre en cause les tarifs de la RC automobile, qui sont aujourd'hui trop bas. Et aujourd'hui, les compagnies d'assurance, elles encaissent 1 dinar en RC automobile et elles décaissent entre 3 et 4 dinars par sinistre, en équivalent. Donc tout ça, si on le met, si tout le monde se met dans cette perspective de créer une nouvelle dynamique pour le marché, dommage d'abord, avec plus de régulation, plus de rigueur pour que les acteurs ne tombent pas sur la destruction de valeur dans le dumping, le sous-provisionnement et tous les tas qu'on connaît, plus création d'un marché dynamique de dominance privée, nationale et internationale. Là, moi, je dis pas que je n'ai pas de doctrine là-dessus. Je pense que nous allons créer cette dynamique parce qu'à un certain moment, le secteur, l'assurance vie va dominer, parce qu'elle sera très, très importante. Donc, on va arriver à créer cette dynamique et que les acteurs reviennent à leur métier de base, qui est l'assurance, créer de l'innovation, créer des produits, mais dans une situation financière beaucoup plus stable. Là aussi, Hassan Chlefti, je n'arrive pas à comprendre. Je peux comprendre que le gouvernement, que le président de la République, il a encore parlé de la préservation des emplois, qui est le premier souci, parce qu'il y a une colère sociale qui est en train de monter et des entreprises en difficulté. Je peux comprendre qu'on continue de subventionner des produits et des premières nécessités. Mais l'assurance, ça devrait faire partie des secteurs qu'on devrait plus ouvrir à la vérité des prix. Et quel est l'intérêt à continuer à comprimer, juste sauver les bilans des compagnies? Non, parce que j'essaie de comprendre, ces compagnies risquent de perdre des parts de marché si le gâteau devient plus grand, ouais. Mais elles vont avoir plus de chiffre d'affaires. Bien sûr, bien sûr. Non, même le trésor public, parce que eux, tous les acteurs vont avoir plus de chiffre d'affaires. Le trésor public va gagner sur 2 volets. Va gagner en impôts et taxes, mais va gagner en ressources financières, parce que nous avons l'obligation de placement et de financement de l'économie. Donc il va gagner plus de ressources, et même aujourd'hui, moi je l'avais dit il y a 10-15 ans, j'avais dit que quand on ne pratique pas les bons prix, on donne un pouvoir d'achat, on transfère un pouvoir d'achat aux ménages, etc., au détriment de la santé financière, mais ce pouvoir d'achat risque de se retrouver à alimenter la facture d'importation des produits de consommation. Donc c'est un cercle qui est... Aujourd'hui, par exemple, si on revient aujourd'hui sur l'histoire des véhicules neufs, on va parler des véhicules neufs, il y aura des véhicules neufs. Moi, je ne suis pas très optimiste, même s'il y aura des véhicules neufs cette année. Parce que ce qu'on va gagner, si on ne règle pas le problème de la guerre des prix, des tarifications et de la régulation,
même si on gagne un chiffre d'affaires, il sera cassé, il sera perdu dans la guerre des prix, des remises. Le monsieur le ministre des Finances, lors de l'Assemblée générale du CNA, la dernière Conseil national de l'assurance, qui s'est déroulé il y a un mois à peu près, il a insisté pour qu'on arrête cette guerre des prix des tarifaires. Il a insisté. Il a dit que ce n'est plus acceptable qu'il y ait des corporations entières par des centaines de milliers de personnes qui bénéficient des remises de 80%, parce que de 80%, de 70%, de 75% et même de 82%, 85%. Parce qu'il y a un problème d'équité aussi entre les assurés. Pourquoi une corporation X ou Y, elle bénéficie, le papa, le fils, le gendre, la fille, le voisin, la fille du voisin, dans ces deux genres de corporations, et le reste des Algériens ou des automobilistes ne bénéficient pas. Donc, il y a un problème d'équité et d'égalité. Et donc, même le retour des nouvelles immatriculations, s'il devait survenir, vous en attendez pas grand-chose? Si on ne règle pas le problème des tarifs, ça va être cassé. Vous savez, on prend un exemple, en 2018, je pense qu'on a eu 200 000 véhicules. 200 000 véhicules sur 50 000 dinars de prime d'assurance. On devait avoir 100 millions de dinars, 1 milliard de dinars, je pense, 10 milliards de dinars de chiffre d'affaires complémentaire. On a eu 84 millions de dinars. Parce qu'il y a eu le delta de la branche automobile. La branche pour 200 000 véhicules supplémentaires. Oui, c'est sur 10 milliards de dinars qui devaient arriver. Sur 50 000. Si tout le monde avait vendu la police d'assurance à 50 000 dinars, le prix moyen. Oui, alors que les véhicules, ils avaient augmenté le prix, on était sur des moyennes de 150 000, 120 000 dinars, parce que les prix, c'est-à-dire on était à 15-20 milliards de dinars. Donc, vous voyez, donc si on ne règle pas les problèmes de fond et mettre le socle pour un nouveau démarrage, on va rester dans une course poursuite, mais on ne va pas régler le problème. Oui. Hassan Khelifati, il nous reste 5 minutes. On va parler de Alliance Assurance. Comment elle s'en est sortie dans cette tourmente de la dépression? On a évoqué moins 6% du secteur. Vous n'avez pas fait moins 6%. Vous êtes mieux que la moyenne. On a fait moins 9%. D'accord. Oui. En 2020. Parce que la moyenne était prévue à moins 15, moins 20%. Comme il y a eu une conjoncture internationale. C'est le premier chiffre négatif depuis. Oui, depuis longtemps. On a fait moins. Bienvenue au club. Ma machine mais bon. Oui, mais bon, mais quand même, on a anticipé. Sur l'année. On a pu maîtriser aussi nos résultats financiers. Ça va, on n'a pas eu beaucoup d'impact. Bon, nous allons avoir notre assemblée générale le 27 mai prochain. Donc, alors déjà, à la différence de l'année dernière, je vous ai reçu en juillet 2020. Vous avez quand même distribué un gros dividende avec un bonus. Je crois que c'était 50 dinars à l'action. 50 dinars à l'action. On a distribué l'action et on a distribué une augmentation de capital de 60% pour nos actionnaires qui est venu juste après. Maintenant, notre capital il est passé de 2,2 milliards de dinars à 3,5. Et les actionnaires ont bénéficié d'une augmentation de 60% de leur portefeuille à actions. Est-ce qu'avec le recul et la façon dont s'est passé 2020, vous vous dites que c'était peut-être une excentrique de distribuer un tel dividende? Peut-être qu'il aurait fallu recapitaliser. Ça, c'est l'AG qui est souveraine pour le voter, mais à bien regarder. Non, enfin, parce que on avait aussi des réserves qu'on avait cumulées des années passées, donc on était plus ou moins, je dirais pas à l'aise, on n'est jamais à l'aise à 100%, mais on était équilibré, donc on voulait pas aussi pénaliser nos actionnaires. Cette année, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, bien qu'on a un résultat positif grâce à la maîtrise des charges. C'est moins 6% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, de chiffre d'affaires. L'évolution du chiffre d'affaires. Le résultat, il a été maintenu à une tendance positive parce qu'on a maîtrisé beaucoup nos charges. On a beaucoup travaillé sur ça l'année 2020. Vous n'avez pas fermé des délégués, des franchises? Non, on a ouvert, on a fermé, bien sûr. Ça peut se déplacer. Mais notre portefeuille d'agence, il reste le même. On est en mai 2021, la tendance en 2021? Elle est beaucoup plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée parce que les entreprises, ils ont vraiment une crise de trésorerie, de planchage, les entreprises, nos clients. On le remarque, il y a une tendance dans le particulier
d'abandonner la tout risque vers les assurances moins chères. Même des entreprises, ils ont baissé beaucoup leur acte d'achat si ce n'est pas pas assuré du tout. Donc on a une tendance un peu inquiétante pour 2021. Il sera beaucoup plus. Et si on n'applique pas avec rigueur l'accord multilatéral de maîtrise des remises, ça sera encore très compliqué pour 2021. Pour le secteur des assurances. Et dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On attend, on lance de nouveaux produits Ça dépend, chacun il a sa stratégie. Nous, on a des innovations qui sont en train d'être préparées. On attend le bon moment pour les lancer. On se pose la question, est-ce qu'on les lance maintenant ou à la rentrée sociale? On est en train de travailler. On a pris un cap aussi sur la digitalisation. On prend un nouveau ERP pour un petit peu... libérer le réseau et digitaliser le maximum d'actions. On crée aussi une plateforme nationale de gestion de sinistres, mais avec beaucoup de digitalisation. Il y avait cette formule avec la digitalisation de prendre les photos du sinistre. Mais on va un peu plus loin. On va un peu plus loin maintenant. Et on est en train aussi de lancer, c'est classique, le e-payment, mais avec tous les problèmes de la connectivité en Algérie. Bon, c'est pas pour casser le moral du public, mais le e-payment, l'invité du direct existe depuis 2013, cette émission. Et tous les grands chefs d'entreprise sont passés ici et on a toujours parlé de e-payment. Oui. On est en 2021 et c'est toujours pas quelque chose d'opérationnel. Oui. Malheureusement pour notre marché. Mais bon, donc on est en train d'essayer de travailler sur la digitalisation et sur beaucoup de produits et de services à forte valeur ajoutée pour nos clients et nos agents. Vous prévoyez le rebond, est-ce que vous le liez, c'est peut-être la dernière question, à la sortie de la pandémie ou est-ce qu'il peut y avoir des itinéraires de croissance parallèles sans qu'on sorte encore de la pandémie? Nous essayons d'avoir des itinéraires parallèles sans sortir de la pandémie parce que la pandémie, c'est quelque chose d'inédit. On ne sait pas, on sait quand on est entré en pandémie, mais on ne sait pas quand on va s'en sortir, personne ne le sait. Nous essayons de nous adapter. Nous sommes impactés par tout ce qui se passe sur l'économie nationale, l'état des entreprises, des PME, parce que nous sommes le baromètre un petit peu de ce qui se passe sur l'économie. Mais nous nous sommes dit qu'il faut faire face à cette difficulté, il faut essayer de trouver des solutions, de sortir des sentiers battus. C'est ce que nous essayons de faire pour nous en sortir. Et aussi, mais nous insistons beaucoup auprès des autorités pour qu'il y ait des vraies réformes et qu'on replace le marché. Moi, je l'ai toujours dit, le marché financier en Algérie, c'est la mère des réformes économiques. Sans ça, on ne s'en sortira pas et on ne peut pas s'en sortir avec des décisions purement administratives. Il faut changer la vision, le cap et de libéraliser et de donner, de faire confiance aux acteurs. Il y a beaucoup d'Algériens de la diaspora, notamment dans le domaine financier, qui peuvent venir donner un coup de main. Moi ça c'est un souhait personnel, je ne suis pas à la place des décideurs, mais j'aurais vu que si on devait changer les têtes des banques, on aurait ramené des Algériens de la diaspora à la tête des banques ou du conseil d'administration, avec beaucoup plus de prérogatives commerciales et business, orienter tout le monde vers le business, libéraliser aussi l'administration, parce que c'est un problème aujourd'hui, créer des plateformes numériques. Je termine sur ça. Tu as parlé de la rencontre avec le président de la République en 2020, le 18 août, et l'une des décisions qui a été prise par monsieur le Premier ministre, mais bon, que nous avons dit que ça n'allait pas donner grand-chose parce que c'était le même mode d'emploi que le passé, c'était de créer des comités pour suivre l'investissement au niveau local, sous l'autorité du Wali. On a enlevé le CALPIREF, on a créé un comité. Ça n'a rien donné jusqu'à aujourd'hui. Ça ne donnera rien. Moi, ma proposition aurait été de créer
une plateforme nationale numérique auprès du Premier ministre et que les chefs d'entreprise, à tous les niveaux, de toute taille, ils aillent s'inscrire sur cette plateforme, s'identifier et dire qu'ils bloquent leur investissement. Et on aurait eu de la traçabilité, on aurait eu de la transparence et on aurait eu une base de données vraiment réelle. Et sur cette base, le Premier ministre ou le Président de la République aurait chargé, que ce soit les ministres, les walis, celui qui a un problème d'énergie, c'est-à-dire Sonalgaz, mais il sera identifié, c'est-à-dire le directeur de Sonalgaz ou le directeur de la... il serait redevable ou le directeur de l'urbanisme, il serait redevable des 57 permis de construire qui sont bloqués. Et pourquoi Hassan Khalifati, pourquoi ce ne serait pas les patronats ou la confédération des organisations patronales qui lanceraient une plateforme de ce type-là, puisque le gouvernement n'a pas intérêt à la faire visiblement? Ça peut être une solution, oui. Pourquoi pas? Oui, c'est une solution. Mais comme les patronats sont dispersés... Parce que c'est une excellente idée, évidemment. Ça permet de savoir qui bloque le permis de construire de Flins à Oran et qui retarde la libération de... Même, par exemple, si le permis, si on prend Oran 57 permis, le président de la République peut dire au Wali d'Oran, monsieur, vous avez 57 permis, dites-moi pourquoi ils sont bloqués. Pourquoi? Vous avez un délai de 1 mois pour débloquer ceux qui sont débloquables et ceux qui posent un problème, il faut qu'ils règlent leurs problèmes. Vous voyez? Et c'est comme ça. Maintenant, on est à l'ère de la numérisation, de la transparence et de la traçabilité. Si on veut aujourd'hui, je pense qu'il y a des milliers de projets qui sont bloqués à cause de petites choses peut-être ou de moyennes choses. Peut-être si on fait cette dynamique, on va complètement transformer la donne et que les gens seront devant leurs responsabilités. Un wali, il a son problème dans sa wilaya, sur son projet. Peut-être il peut régler 60. Les 40, ils sont plus compliqués. Déjà, les 60, ils seront réglés. Déjà, les 60, si le secteur bancaire, le ministre des Finances, il intervient, il dit pourquoi ces projets sont bloqués? Pourquoi? S'il n'y a pas de raison valable et réelle et forte. Donc, c'est comme ça qu'on pourra relancer les choses. Donc, les patronats, moi, je pense qu'on pourra rentrer dans une nouvelle dynamique si la volonté et la guerre l'intérêt national sera mis en premier lieu. Je pense qu'on pourra être un vrai partenaire des pouvoirs publics et accompagner les pouvoirs publics pour relancer notre économie, relancer nos entreprises et juguler cette crise économique qui étrangle tout le monde. Hassan Khalifati, on vous souhaite beaucoup de réussir sur cet itinéraire. Vous avez plus de chances d'obtenir une salle pour tenir vos assises du patronat que le Hirak, qui est obligé d'aller à Kharrata pour tenir ses assises. On vous souhaite réellement de pouvoir vous mettre ensemble et de faire des propositions et de devenir un acteur qu'on va écouter pour les propositions qui font avancer l'économie. Merci beaucoup d'avoir participé à l'invité du direct. À très bientôt. Merci de nous suivre à nos amis auditeurs. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.